Bienvenue sur le podcast Manger, un podcast qui explore notre rapport à la nourriture, à la terre, à ce que l'on prend pour acquis. On y parle d'agriculture, de colonialisme, de résistance, de résilience, mais aussi de plaisir. C'est aussi le lien à la terre qui est questionné, à son histoire. Choisirons-nous de la dominer ou de nous associer à elle? On décortique nos assiettes comme on questionne nos héritages. C'est une invitation à reprendre conscience, à se réapproprier ce qu'on met dans nos assiettes, dans nos vies, mais surtout dans nos luttes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Manger, le podcast où on interroge notre rapport à la nourriture. Pelifonte, créatrice de contenu du compte Afro-Vegan Mangeuse d'herbe, et j'y explore notamment des recettes végétales, que ce soit traditionnelles, mais également des réflexions que l'on nomme antispécistes, anticapitalistes et décoloniales. Ce que l'on va manger, que ce soit végétal, bien sûr la banane, les amandes, les noix de cajou, mais également notre rapport aux animaux. Comment est-ce que la nourriture vient s'imbriquer dans un système colonial et notamment celui de l'animal. Ce qui m'intéresse à travers ce podcast, c'est d'explorer bien sûr ça avec vous, mais aussi de réfléchir aux autres cosmovisions qui existent, c'est-à-dire manière de voir le monde d'autres cultures indigènes et autochtones, que ce soit afro ou caribéennes ou autres, et notamment essayer de se rapprocher d'un idéal plus compatissant et plus empathique qui vous ferait peut-être arrêter la consommation des animaux ou du moins revoir votre rapport à eux. Et aujourd'hui, dans ce troisième épisode, car c'est le premier podcast filmé, mais il y a aussi deux autres épisodes. Le premier, la Matrix coloniale, et le deuxième, être humain, ça se pratique. Pour ce troisième épisode que j'ai intitulé L'animal, c'est quelqu'un. L'animal, c'est quelqu'un. On va aborder les questions d'anthropomorphisme. Donc, qu'est-ce que c'est l'anthropomorphisme? Donc, anthropo, homme, et morphisme, la forme, quoi. C'est tout voir, notamment les animaux, et c'est quelque chose qui est souvent assez reproché aux personnes qui sont dans la lutte pour les animaux ou les animal lovers qui vont beaucoup considérer les animaux comme leur fils, ou même leur mettre des petits manteaux, ou voilà. Et très souvent, on va entendre dire non, mais c'est bon, c'est un chien, c'est un chat, c'est pas ton fils, etc. Ou encore, on va être très critiqué, notamment quand on va faire appel à certaines formules d'éthologie dans le comportement animal, de dire ah ben non, ça c'est de l'anthropomorphisme, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne un animal, ça c'est juste coller le comportement d'un humain à un animal. Au-delà, bien sûr, du comportement, il y a aussi les émotions. Le fait de se dire, bah, voilà, en fait, dans la lutte, par exemple, antispéciste, dans le véganisme, le fait de refuser de consommer les animaux, on va souvent, utiliser l'argument de dire que ce sont des êtres sentients, des êtres sensibles, des êtres qui ressentent, qui sont en capacité, de souffrir, d'avoir peur, d'explorer des émotions comme la joie, le jeu, et plein d'autres émotions complètement boring, comme n'importe quel humain. Au-delà de justifier leur existence par, je sais pas, ils sont utiles à l'écosystème, machin, nan, et ben, on va avoir une réflexion qui va être plus basée sur, en fait, ils sont comme nous, ils sont en capacité de ressentir. Est-ce que voilà, on tuerait notre enfant? Est-ce qu'on tuerait quelque chose qui est aussi proche de nous? Du coup, cette question de la sentience qui a été prouvée, eh ben, elle a une longue historique, notamment de non-sentience, d'absence de sentience par le passé, notamment grâce à des gros barjots type Descartes, qui sont là en mode oui, alors j'ai fait un schéma de loi, et si elle a mal quand on la tronçonne, c'est juste que là, il y a un petit point qui fait coin coin quand on appuie là, et c'est pas du tout de la douleur, quoi, parce que l'animal est machine. Et ça, le côté l'animal est machine, et surtout l'animal est différent de nous, c'est bien sûr un héritage, je dirais même judéo-chrétien, très eurocentré, qui n'existe pas dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Et c'est ça que j'interroge. Donc bien sûr, la source première de ça, ça va être bien sûr l'anthropocentrisme, c'est-à-dire de voir l'anthropocentrisme, c'est l'humain est au-dessus de toutes les espèces végétales, minérales, animales, le droit de dominer, l'humain a le droit de saisir.
plaisir. Vous vous doutez bien que l'anthropocentrisme, c'est pas le truc qui a créé le plus d'égalité, hein. Ça va à deux paires, quoi. Et vraiment, l'anthropomorphisme, il y a aussi quelque chose qui peut être à la fois dérangeant dans le côté éthique, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de on va parler à la place des animaux, on va un peu dire ah bah voilà, là ils souffrent, on interprète leur comportement, on calque le miroir. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est n'est-ce pas la base de tout? On ne peut pas parler de quelque chose en dehors de nous-mêmes, quoi. Que ce soit nous le reflet, on est bien obligé à un moment. Et en vérité, pour créer de la compassion et de l'empathie profonde, une considération profonde qui permettrait d'intégrer les animaux dans leur juste valeur en tant que véritables voisins et pas des trucs de hula hoop un peu en mode oui, moi je le considère cet animal, je le chasse et après je lui mets une petite feuille de laurier entre les dents et en vrai, après je lui fais un petit signe et je l'ai respecté et juste après je vais le bouffer. Non, une considération profonde, elle vient aussi avec le fait de se projeter dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de le défoncer. Et c'est pour ça aussi que, avec toutes ces questions d'antiracisme, on sent qu'il y a toujours cette empathie à deux vitesses, part de déshumanisation et animalisation des personnes racisées. C'est notamment à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... tout le monde n'est pas humain. Tout le monde ne mérite pas de vivre, clairement. Et c'est pourquoi il y a aussi ces luttes de classe, de sensibilité, par exemple, entre la guerre en Ukraine et, par exemple, la Palestine. Donc, clairement, ces doubles enjeux ont des racines très profondes. Et le spécisme, qui est une doctrine qui considère que les animaux sont en dessous des humains et que dans le groupe même d'animaux, il y en a qui peuvent être sauvés, dorlotés et d'autres être consommés, eh bien, c'est toute une idéologie, un système très très bien ficelé qui va être mis en place et cela dès notre plus jeune âge. En parlant de petite enfance, depuis ce temps-là, on nous bassine avec justement les animaux. Ce sont des formes de petites peluches, des petits ours, des petits chats, je viens de voir le chat, des petits chats, que ce soit dans les dessins animés, on va les humaniser, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'ils qu'ils représentent la mini-société, ils permettent de simplifier la mini-société à l'enfant, et l'enfant s'identifie, dort avec, regarde, arrive à percevoir à travers, bien sûr, un lion qui parle, mais l'animal en tant que personne individu. Mais qu'est-ce que ça crée? Ça crée quelque chose d'un petit peu bâtard. On va voir pourquoi. Après, quand un enfant va vers l'apprentissage de la langue, voilà, on va être en mode la vache, elle fait meu, nan. On va pas apprendre, la vache va se faire éclater. Donc ça, c'est une des premières étapes du système, c'est-à-dire simplifier le système, créer de l'identification profonde et l'animal est là pour simplifier, rendre accessible, mais aussi faire faux. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est la première étape du jeu, parce qu'on fait pour de faux. Donc on fait pour de faux, mais surtout on nous apprend à aimer. On va au zoo, on est fasciné, on va être là en mode oh, on va voir les animaux, oui c'est trop mignon. On apprend à les aimer, à les caractériser comme des êtres mignons, mais on ne va pas du tout parler de captivité. On va pas forcément, quand on va donner ensuite à manger à nos enfants, de dire voilà c'est ça que tu manges. Et pourquoi on ne mangerait pas le chat par hasard? Bon oui c'est vrai que ça sort un peu de nulle part de se dire comme ça, ouais pourquoi est-ce qu'on mangerait pas le chat? Mais c'est-à-dire que on va créer une sorte d'affection à détestation. C'est-à-dire qu'on va créer une dissonance cognitive extrêmement profonde à l'intérieur qui est la base de toutes nos autres dissonances cognitives. Enfin, pour moi, c'est vraiment la base de toutes les autres dissonances cognitives. Parce que c'est à partir de là, dans l'assiette, et à travers ces représentations, que l'on crée ce jeu à l'intérieur de l'enfant et à l'intérieur de nous, parce que nous sommes le produit de notre environnement. C'est là que vient se jouer cette justice un peu à deux vitesses, où justement on va avoir d'un côté j'aime cet animal mais je le consomme.
pourquoi est-ce qu'il mérite de mourir? Et du coup, on va un peu justifier avec culturellement, bah voilà, un chien, c'est pas fait ici pour être mangé, parce que, bah voilà, il est super intelligent, tu vois, il est gentil. Donc en gros, c'est les arguments, principaux. Ils savent vivre avec nous, nanani nanana. Mais le cochon qui a quand même un quotient intellectuel d'un enfant de 4 ans humain, eh bien, lui par contre, ça va, il peut finir, dans la casserole. Donc clairement, on va avoir ce départ de dissonance et en fait, où on va accepter, hein, c'est aussi bien sûr devenir adulte, mais devenir adulte dans quelle société? Parce qu'en fait, on va vraiment avoir cette appétence à l'accessibilité, à l'empathie, au contact et en même temps une rupture avec l'aliment. D'ailleurs, même l'aliment est, est éthilisé parce que bon, bien sûr, je comprends qu'on puisse parfois être un peu agacé de cet anthropomorphisme en disant oui, c'est pas quelqu'un, ce n'est pas une personne, c'est juste un animal, ce n'est pas un être humain. Mais eux aussi, les carnistes de leur côté, ils font en sorte de casser l'image de l'animal à travers des termes comme par exemple la vache qui va devenir le bœuf, la poule, le poulet, la volaille, le jambon par exemple. Euh, Tout ça, c'est aussi pour invisibiliser. Et tout, dans cette culture alimentaire, on va reclasser ces animaux. On va les déclasser, bien sûr, de l'espace humain. Laisse tomber, on le laisse tomber, bien sûr. Ils n'ont même pas de traits, de caractéristiques. Bon, ok, ce sont des animaux. Ce sont des animaux de bétail. Et ensuite, ils sont reclassés à l'état de produits alimentaires. Ce classement qui est retransmis très tôt va faire passer la poule, qui est un ami, à celui de produits. Personnellement, je suis une grande fan de l'anthropomorphisme. J'adore, j'adore, j'adore être vraiment dans mon langage, au fait de, par exemple, dire, ah bah, là, une guêpe est rentrée chez moi, je vais dire, ah là, il y a quelqu'un qui est rentré, ou alors, je vais vraiment personnifier, appeler la personne le gars, la fille, la personne, je vais vraiment les nommer comme si c'était des véritables individus humains. Parce que pour moi, c'est vraiment, vous pourrez essayer, dites-moi en commentaire si vous avez envie d'essayer. Mais vraiment, c'est intéressant de forcer son cerveau et son verbe surtout, hein, parce qu'on sait que bien sûr le verbe est créateur, mais à créer cette nouvelle réalité de l'animal, c'est ton voisin, c'est ton frère, c'est un autre rapport de rentrer en connexion avec lui. Donc bien sûr, comme ça a l'air super perché. Mais en vérité, on voit à quel point, rien qu'en disant cette petite phrase anodine, on vient se heurter quand même à quelque chose qui est de l'ordre d'un système beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus ancré. Parce qu'on va toujours avoir un truc de «Ah, ça sonne bizarre, ah, c'est étrange». Mais aussi étrangement, au bout d'un moment, ça passe et ça devient normal. Parce qu'en vérité, on peut toujours repenser notre monde, on peut toujours le recréer autrement. Et moi, je pense que l'anthropomorphisme, on va dire, bien utilisé, est un véritable outil pour justement débrancher tous ces câbles de manipulation systémique et de conditionnement. Que ce soit par exemple, je sais pas, chez certaines tribus, Bambara, Baoulé, on va avoir vraiment ce rapport à l'animal où on va dire, eh ben, cet animal est un enseignant. Cet animal, ouais, c'est peut-être un ancêtre, comme par exemple, je sais pas, les crocodiles, certaines vaches, on va se dire: «Ouh là là, non, on touche pas à ça, on touche pas à ci». Bien sûr, c'est une histoire de culture, on va toucher à certaines espèces, mais pas à d'autres. Mais ce que je considère aussi intéressant, c'est que dans notre espace aussi de privilège, c'est un privilège aussi de choisir de considérer, surtout dans notre période critique, de considérer le vivant dans son entièreté et de pas, bien sûr, réussir à le jauger que à travers le goût. C'est bon, donc je n'ai pas envie d'arrêter. Je peux vivre autrement, mais c'est vraiment trop bon parce que le poulet, c'est trop bon. Oui, ça rentre dans la tête, c'est sympathique, c'est rigolo, mais la réalité, c'est que le goût ne peut pas être au-delà d'une vie, mais au-delà de quelle vie? Parce qu'on sait que, y compris dans les groupes de personnes racisées, au-delà de quelle vie vaut mieux que d'autres. Parce qu'il y en a où on arrive encore à manger, déglutir, n'en avoir rien à faire. Parce que la considération, la proximité, elle n'est pas travaillée. Il y a cette distance qui nous met, entre guillemets, comme une sorte de protection contre la violence et augmente aussi notre tolérance à la violence. J'aimerais bien vous raconter cette phrase. Nana Bozo explique que c'est les animaux qui lui ont appris à
travailler à être avec son espace. C'est-à-dire, que là, on est par exemple, je suis plutôt chez des Premières Nations qui vont quand même expliquer que, c'est par exemple l'ours qui a appris à Nana Bozo à, respecter le territoire d'autrui et ne pas aller faire, n'importe quoi chez les autres. Que, la manière de se laver, des oiseaux, de choisir sa source et cetera, les animaux sont considérés comme des enseignants et à travers également, par exemple, une autre légende, comme par exemple celle de Glooskap. Glooskap, je me rappelle plus de la Première Nation, mais en tout cas encore un conte des Premières Nations, donc quand même qui pratique la chasse. Ils expliquent que la naissance justement de la chasse est créée à travers ce mythe où en fait Glooskap commence à avoir sa famille autour de lui et il donne des rôles bien définis à chacun. Et la grand-mère demande de la viande en échange. Et lui, il dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais donner de la viande, mais si tu veux de la viande, il va falloir sacrifier mon frère. Donc son frère, qui est un humain, est là, elle se présente et elle dit qu'elle veut quand même de la viande. Et du coup, il se transforme en animal et il le sacrifie pour manger. Et moi, ce que je trouve super intéressant dans cette histoire de chasse ou cette cosmogonie autour de la chasse, c'est que vraiment comprendre que consommer l'autre, consommer l'animal, c'est consommer l'autre. Que consommer de l'animal, ça n'a rien d'anodin, ce n'est pas un choix comme ça qu'on se dit j'ai très envie donc on le fait, car c'est notre adelphité quoi qui est en jeu. C'est notre connexion au vivant, c'est au vivant, au divin, c'est notre rapport aux autres et pas seulement voilà une ressource en fait. Et je trouve que c'était super intéressant. Je vais essayer de peut-être vous rajouter des petits liens pour que vous alliez voir. Mais c'est vraiment super intéressant de voir à quel point les animaux ailleurs que dans une pensée hyper eurocentrée ont leur place et leur sacrifice n'est pas vu comme quelque chose d'anodin, ni comme une course en mode chasse à courre, ni comme un passe-temps. Bien sûr, là, j'ai Avatar, c'est mal ça, en tête, bien sûr, hein, complètement inspiré, pompé chez les Noirs, hein, mais bon, et les Premières Nations, mais bon, quand même, faut regarder le visage des gens, hein, voilà, je l'ai dit. Et en fait, à partir de là, vraiment, il faut essayer de recentrer qu'est-ce qui est abject, qu'est-ce qui est ridicule, quoi. Est-ce que c'est le fait d'avoir mis tellement loin la nature et les animaux loin de nous et des comportements qu'on n'arrive plus à voir, oui, ok, la vache, non, vous êtes complètement à côté de la plaque, la vache n'a pas de liquide lacrymal quand elle pleure avant de se faire trucider à l'abattoir, c'est pas du tout qu'elle pleure parce qu'elles n'ont pas la capacité de pleurer, mais est-ce que l'on peut aussi, nous, en tant qu'êtres humains, faire appel à nos intuitions quand elles sont bien sûr connectées à l'empathie, de voir qu'un regard, l'envie de se débattre, on voit que la personne ne veut pas être là, tout simplement. On le voit qu'elle ne veut pas être là. On voit qu'elle souffre, on l'entend. Et même ça, ce n'est pas assez, parce que si on s'occupe de la vie marine, celle que l'on n'entend pas, on voit qu'ils sont en train de suffoquer. On voit que ce ne sont pas que des machines. Donc à partir de là, à partir du moment où on comprend que ce sont des êtres sentients qui font partie du système et du cycle de la nature autant que nous, c'est juste que nous, on est des êtres un peu paumés qui ne savons plus où trouver notre place dans le cycle de la vie. Mais eux, ils savent très bien. Eh bien, c'est-à-dire qu'on a tout à apprendre et on a tout à faire avec eux. Et c'est là que ça ouvre aussi une discussion que je trouve très intéressante, qui est celui du droit de la terre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut espérer offrir, bien sûr, quand c'est pas notre but, bon, bien sûr, on s'en fout, mais si on ne crée pas de connexion émotionnelle, et aussi de considération profonde, comment est-ce qu'on peut espérer amener des êtres à avoir des droits, les protéger, au même titre, par exemple, que les montagnes, que les rivières, qui elles aussi, il y a quand même depuis 2006, enfin il y a eu pas mal d'histoires, mais ce sera pour le prochain épisode parce que clairement c'est beaucoup trop long. Explorer comment est-ce qu'on peut rentrer dans un droit civique parce que clairement, à force de les mettre de côté comme ça et de se dire, bah voilà, ça ne rentre pas dans notre système, ce n'est pas nous. Mais c'est un bon outil pour encore mieux les exploiter. Les gens n'ont pas de droit, je me suis, vous avez vu en Australie. Oui, alors la communauté autochtone demande à pouvoir avoir le droit de vote. Ces blancs-là, ils ont dit quoi? Non.
Non mais si ça c'est pas je vous reconnais pas comme des humains, comme des citoyens, que vous faites pas partie d'ici alors que c'est leur terre, mais arrêtons d'être des gros colons comme ça en fait. C'est exactement le même principe. Donc en mode, vraiment écouter. Très souvent, on va avoir plusieurs discours, dans la véganie, par exemple, voilà: «Ils sont sans voix, on ne peut pas les entendre». Bah, clairement, ouais, on c'est inaudible parce que tout est en mode la vache qui rit clairement, mais elle rigole pas du tout, la vache, elle rigole pas du tout, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Mais c'est-à-dire qu'on va vraiment être dans ces dissonances profondes. Mais par exemple, comment est-ce qu'on peut se dire qu'on peut protéger des espaces, protéger les terres, alors que de toute façon, l'humain ne protège que lui-même? Donc c'est pour ça que moi je pense qu'au-delà de se dire: «Bah, voilà, l'humain, c'est un animal, il est pareil qu'un animal». Quand tu es une personne noire, ouh là là, c'est vraiment dur d'entendre ça. Tu es pas très à l'aise. Moi personnellement, je suis pas très à l'aise et je comprends ceux qui ne sont pas très à l'aise parce que je vois pas pourquoi on devrait se dire: «Voilà, on est des animaux». J'ai envie de dire: remontons l'animal au rang d'humain, à l'inverse. C'est-à-dire au rang d'humain, c'est-à-dire, en fait, non, ce sont nos frères. On est les mêmes et sans parler du cycle végétal, que tout ça, ça cohabite. C'est pas exactement les mêmes systèmes, mais alors là, vraiment, clairement, tu coupes une jambe, tu vois que ça repousse pas, quoi. C'est pas un arbre, quoi. On est quand même sur des dynamiques de souffrance, de relations, de communication qui sont quand même vraiment, hyper claires, quoi, hyper limpides. Donc clairement, cet anthropomorphisme, dire, que l'animal c'est quelqu'un, que c'est un individu, ça peut vraiment être parfois bizarrement perçu, mais c'est vraiment un outil, nécessaire va permettre de rééduquer votre esprit, votre cerveau et en changeant profondément vos paradigmes, en faisant du lien avec eux profondément et pas juste en étant dans quelque chose justement de très égocentré qui va être en mode moi je le respecte intérieurement, j'essaie d'acheter de la viande de qualité intérieurement. Non, non, connectons-nous à la source et regardons-le comme des individus. Méritent-ils un tel sacrifice, c'est-à-dire 3 millions d'animaux qui meurent chaque jour par an seulement en France? Voilà, on peut peut-être reméditer à ça. Je redirai cette information le nombre de fois qui sera nécessaire parce que c'est tellement énorme et au bout d'un moment, on peut plus mettre dans la même balance justement, voilà, le goût et le prix d'une vie. Mais valorisez-vous véritablement la vie? Et donc je vous invite à faire ce petit jeu qui est d'appeler, les gens, bah, voilà, le gars, la personne, hem pensez à lui comme votre voisin, quand l'oiseau vient chez vous, quand la poule vient chez vous, que en fait, vous devez partager avec elle. Que vous n'êtes pas, c'est pas parce que vous êtes propriétaire, que vous êtes propriétaire de son corps, de son espace. Alors bien sûr, hein, quand on se tape, des ravets, des grosses bêtes, des mangoustes qui viennent faire des bêtises et cetera, c'est clair que c'est d'autres réalités. Je pense que la plupart des personnes ne partage pas tous ces biais qui peuvent exister, qu'on abordera, prochainement. Mais clairement, j'aimerais que cette réflexion de considérer, l'animal comme, votre voisin, comme un individu, vous permettent également de repenser, ce qu'on doit faire pour également protéger et être plus des gardiens puisque, bah, clairement on fout le bordel donc il faut bien qu'on fasse écran contre les plus gros bordéliques encore derrière et surtout réfléchir à comment est-ce qu'on peut protéger la nature dans son entièreté si on ne lui donne pas droit, voix au chapitre et pour donner droit, voix au chapitre, il faut les considérer comme des sujets citoyens, acteurs qui ont une voix, qui ont des choses à dire, clairement. On peut le voir même à travers la nature, à travers la rivière, etc. Et dans un prochain épisode, on va discuter notamment du droit des rivières et des montagnes et également de comment justement travailler ensemble pour aspirer à un monde qui va répondre à de l'alliance, à de la coopération et c'est vraiment ce qui fait fonctionner le monde, contrairement aux fameuses forces des lois de la jungle que l'on croit qui régissent la nature, mais que nenni, ce n'est pas du tout ça qui fait tourner le monde et on verra ça dans un prochain épisode. J'ai vraiment passé un super moment avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté et regardé cette fois-ci et j'espère à très bientôt. Bye!